Bonjour, ici Daniel Dargy, président de l'Union des professionnels du Québec. Aujourd'hui, on va parler du thème de l'éthique. Et pour ce faire, j'ai la chance de recevoir Marie-Josée Noël, qui est CPA-CGA, comptable, et aussi qui a une spécialité, une étude de deuxième cycle en éthique. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Daniel. Donc, merci de venir ici, de prendre ton temps pour nous parler, pour informer la population sur les professionnels sur qu'est-ce que c'est l'éthique et puis pourquoi c'est important. Donc l'éthique, parlons-en. On a parlé avant de se rencontrer, on a eu beaucoup de conversations, on s'est appelé, on s'est rencontrés, tu m'as amené des schémas que je vais essayer de vulgariser ou qu'on va essayer de vulgariser ensemble. Tu m'as parlé de droit, de mœurs, de gouvernance, de morale, de règles, de déontologie. Tout ça, là, c'est tous des mots qui... c'est un peu mélangé, puis on se demande qu'est-ce qui va à quel endroit, puis où... Qu'est-ce que c'est l'éthique par rapport à ça? Comment qu'on peut définir l'éthique? En fait, pourquoi que je t'ai parlé justement de tous les autres concepts, c'est qu'à la base, tout le monde parle d'éthique, mais on n'utilise pas les mêmes mots, puis on a tous des repères différents. Alors, en reprenant chacun des mots rapidement, on va pouvoir commencer par dire ce que n'est pas l'éthique. OK. Donc, il y a une différence entre éthique et droit. Parce que souvent, on dit, ben si quelqu'un a respecté le droit, ben c'est éthique. Alors que le droit est un moyen et que l'éthique est le pourquoi qu'on met ces moyens-là en place au niveau du droit. Donc, l'éthique précède le droit. Tout à fait. C'est un peu comme quand on joue au Monopoly. Avant de commencer à jouer, on veut s'assurer, dans le fond, que tout le monde a bien compris les rôles et responsabilités, puis que tout est comme bien compris pour justement, quand on va arriver dans le moyen du jeu, bien qu'on va pouvoir avoir du plaisir dans ce jeu social-là, parce que chacun comprend comment c'est supposé fonctionner. Mais si les gens ne respectent pas justement l'éthique, qu'ils se mettent à mentir, à manipuler ou à tricher, bien là, si les joueurs continuent à jouer, ils n'auront plus de plaisir, puis c'est là que les problèmes vont commencer. Puis c'est pareil dans notre système démocratique, c'est le même principe. Donc, le droit, c'est assez cartésien. Il y a des règles, il y a le droit, on respecte les règles, le droit, mais en arrière de ça, il y a tout l'aspect, la conscience humaine, l'humain, la conscience professionnelle ou la conscience personnelle, là, de la morale, qui vient jouer ou qui donne un sens à tout ça dans l'éthique. Puis là, exactement. Puis là, tu viens de nommer le mot moral. Souvent, on confond éthique et morale. Parce que la morale, en fait, là, c'est nos repères personnels à chacun pour définir ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, ce qui est bien et mal pour un peut varier d'une personne à l'autre. Alors, si moi, parce que je suis en éthique, je commence à dire, bien, ça c'est bien, ça c'est mal, je serai un cordonnier très mal chaussé. Parce que dans le fond, l'éthique, c'est justement d'essayer d'établir des repères communs ensemble pour co-construire qu'est-ce qui serait bien et qu'est-ce qui serait mal au niveau de notre conception globale. Donc, quand tu m'as parlé, j'ai pris des notes, là, tu m'as parlé tantôt, tu m'as dit aussi comme pour s'en faire une image, l'éthique, si tu arrives dans une organisation puis tu leur demandes c'est quoi, en passant, on ne peut pas dire tu as un code d'éthique. On pourrait dire tu as un code de déontologie, mais pas un code d'éthique. Tout à fait. Puis en même temps, ça, c'est une autre distinction très importante. Puis surtout pour nous, les professionnels, là, la différence entre éthique et déontologie, elle est fondamentale. Parce que l'éthique, en fait, c'est ce qui inspire la rédaction d'un code de déontologie. Parce que le but d'un code de déontologie, c'est de protéger les membres et de protéger l'intérêt public. Puis quand je dis de protéger les membres, c'est qu'il y a beaucoup de responsabilités qui nous incombent comme professionnels pour protéger l'intérêt public. Donc, ça nous oblige à avoir une rigueur au niveau du travail. Et si dans l'application de notre rôle, on se retrouve dans des situations qui peuvent miner notre intégrité, nous mettre en conflit d'intérêts réels potentiels apparents,
bien, c'est notre rôle, dans le fond, de pouvoir bénéficier du soutien puis de l'accompagnement de notre ordre professionnel, justement pour bien encadrer la pratique en tenant compte des contextes en présence. Donc, que ce soit un ordre professionnel qui ne prétend pas, par exemple, sous la bannière de la protection du public, attaquer et persécuter les professionnels, mais aussi avoir une oreille d'écoute et aussi leur permettre d'échanger puis d'émettre leur point de vue, chose qui, des fois, semble pas être appliquée présentement. Il y a toujours un écart entre les valeurs affichées et les valeurs pratiquées. Puis une autre distinction au niveau des concepts qui est important, c'est la différence entre l'éthique et les mœurs. Les mœurs, c'est les us et coutumes. Donc, c'est les valeurs qui sont appliquées sur le terrain. Si je fais un comparatif, quand il y a eu la commission Charbonneau, la juge Charbonneau a mis en lumière que malgré les codes de déontologie qui existaient, puis auxquels les ingénieurs notamment devaient se appliquer, bien, qu'il y avait un gros écart entre ce qui était affiché puis ce qui était pratiqué, parce que ceux qui étaient en tête n'appliquaient pas et ne s'assuraient pas qu'il y avait des audits qui étaient faits pour s'assurer que c'était les valeurs qui étaient pratiquées sur le terrain. Donc, la juge Charbonneau, ça m'a vraiment interpellée et elle avait raison. Puis c'est devenu mon cheval de bataille depuis ce temps-là pour éveiller les consciences que les conflits d'intérêts réels potentiels apparents dans une chaîne de commandement, bien, c'est clair que c'est un risque éthique important parce que ça peut amener à des abus de droit, des abus puis que ça peut devenir très dangereux, surtout s'il n'y a pas un contre-pouvoir pour s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art. Et cette commission Charbonneau-là, comme elle devrait exister en permanence tout le temps, en fin de compte, comme un audit ou comme une vérification à l'interne pour s'assurer que les valeurs ou la mission, les valeurs, la vision de l'entreprise ou de l'organisation soient appliquées constamment. Bien, en fait, la commission Charbonneau, il y a eu plusieurs leçons, puis c'était à nous, dans le fond, de retenir les leçons, puis de les appliquer justement dans le quotidien pour ne pas avoir à revivre une autre commission Charbonneau. L'éthique, c'est la prévention, en fait. L'éthique, là, c'est dans le fond, c'est de prendre le recul suffisant pour, à la lumière de tout ce qui se passe, de décider, dans les circonstances, c'est quoi la meilleure décision à prendre. Puis quand on est dans ces paramètres-là, on est au niveau de notre sixième sens, notre libre arbitre. Comment je nourris mon libre arbitre? Bien, si la mission, vision, valeur sont claires, bien, les gens, ils vont être en confiance, puis ils vont pouvoir être guidés dans leur prise de décision, puis ils vont vivre des bons résultats, puis ils vont être heureux, puis ça va amener de plus en plus de confiance. Le contraire est aussi vrai. Si, dans le fond, j'ai mission, vision, valeur, mais que dans les faits, je m'en occupe pas, puis que je fais le contraire, bien, sur le terrain, on va vivre des émotions difficiles, on va vivre plein de conflits et tout ça. Puis ça va amener de la détresse, ça va amener des risques d'abus, ça va amener des départs de personnel, de la maladie mentale, parce qu'on ne peut pas aller contre nos valeurs à tous les jours. Parce que si on va contre nos valeurs, puis qu'on est confronté dans un milieu qui ne respecte pas le cadre déontologique permis, le lien de confiance va être brisé. Puis quand le lien de confiance est brisé, bien là, on tombe dans les problèmes qui n'en finiront pas. Donc, si on résume rapidement, mettons qu'on arrive dans une organisation, dans une entreprise, toi, tu as fait des études là, en deuxième cycle en éthique appliquée. Admettons que moi, je suis un vulgarisateur, un profane, là, je ne suis pas un spécialiste comme toi. On arrive dans une entreprise, la première chose à faire, comme tu me dis, ça serait de déterminer c'est quoi votre mission, vision et valeur. Donc ça serait un peu comme le portique ou le préambule pour savoir c'est qui cette entreprise-là, c'est quoi votre mission, vision, valeur. Ça serait valeur écrite, théorique. Après, il y aurait, comme tu dis, les mœurs qui sont, on va vérifier si c'est mission, vision, valeur, si ces valeurs-là, théoriques, sont vraiment appliquées sur le terrain par les mœurs, la façon d'agir, la façon de faire, sur le terrain d'une façon appliquée. Puis ça, tout ça, là, cette mission, vision, valeur, avec ces valeurs ou ces mœurs appliquées-là,
Bien, ça va définir, comme tu as dit, l'identité de l'organisation ou de l'entreprise qui va amener après à l'éthique. Bien, je vous dirais dans le fond que l'éthique, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est que c'est le lien de confiance qu'on pourrait ramener. Parce que si, entre ce que la personne affiche, puis qu'une fois qu'on rentre dans l'entreprise, qu'on se rend compte qu'elle est cohérente dans ses actions, ça va inspirer confiance. Et quand ça inspire confiance, puis que les gens sont heureux et tout, bien là, c'est magnifique, là, l'efficience, puis tout ce qu'on peut atteindre. Mais en même temps, si j'arrive dans une entreprise, puis que je vois qu'entre les affiches et la pratique, il y a un gros écart, puis comme un peu comme à la commission Charbonneau, que j'étais à même de constater qu'entre ce qui est affiché, ce qui est pratiqué, les règles de conduite qu'on s'est données, puis qui ne sont pas respectées, en plus, disons, par la chaîne de commandement, bien là, à ce moment-là, c'est sûr que ça n'inspire pas confiance. Puis dès que la confiance n'est plus là, bien, on ne peut plus parler d'éthique, parce que l'éthique, c'est basé sur la confiance. Puis parlons, on ne va pas entrer dans le sujet, mais pendant que tu parles de confiance, si on va sur le terrain, qu'on vérifie les mœurs ou les valeurs appliquées, puis on s'aperçoit que les gens ne parlent pas, il y a comme les gens ont peur, ils ne veulent pas se confier, ils ne veulent pas trop en parler, il y a comme une omerta, il y a un climat de crainte et de peur et de suspicion. Bien là, il faudrait, en principe, avoir une manière que ces gens-là puissent s'exprimer en toute confiance, puis à la limite se défendre librement, sans coup, puis pouvoir s'exprimer pour pouvoir se défendre ou dire la vérité, parce qu'on peut étouffer ces valeurs-là qu'on essaie de détecter, qui sont les mœurs ou les valeurs appliquées, mais en réalité, si on reste juste en surface, tout va bien, c'est juste parce qu'il y a une surcharge de travail, mais en réalité, il y a d'autres choses beaucoup plus fondamentale qu'il faudrait avoir la possibilité de remettre pour faire le nettoyage, s'assurer que tout le monde vive dans la paix, parce que l'idée, c'est ça, c'est de vivre dans la paix, dans la sérénité. On fait affaire avec des professionnels qui ont étudié à l'université, qui ont des diplômes, qui ont un désir de servir la population bien. Puis des fois, il faut s'assurer que ces professionnels-là ne sont pas ostracisés ou encore pointés du doigt inutilement ou malveillamment. Bien, ce que j'entends beaucoup dans ce que tu exprimes, Daniel, c'est quand les gens vivent des émotions négatives, disons, dans l'exercice de leur fonction. Il faut tout le temps ramener que nos émotions sont directement connectées avec nos valeurs. Donc, quand je vis des émotions agréables dans l'exercice de ma fonction, puis habituellement, les professionnels, ce qui donne du sens à notre travail, c'est de mettre à contribution nos connaissances, nos compétences dans un but de pouvoir aider la personne à qui on rend le service à pouvoir répondre à ses besoins, puis en même temps, tout ça en protégeant le public. Mais si je vis des émotions négatives dans mon travail, ça veut dire qu'il y a des valeurs que je trouve importantes puis que je ne peux pas mettre en application. Puis vivre des conflits de valeurs récurrents dans l'exercice de nos fonctions entre ce que je considère être la bonne chose à faire et ce que je comprends qu'on me demande à faire, ça va amener graduellement, dépendamment de l'intensité avec laquelle la personne vit ce mal-être, ça peut amener des problèmes très graves au niveau de la santé. Bien souvent, les gens, quand ils sont confrontés à des émotions négatives, ils vont avoir comme réflexe, sans nécessairement avoir compris le tout pourquoi qu'ils ressentent tout ça, ils vont être portés à fuir, dire « moi, je vais aller travailler ailleurs » ou « tu sais, je me sens pas bien ici » ou il y en a, quand ils sont près de la retraite, ils vont dire « bon, mais il m'en reste juste 2-3 ans. » Ouais, c'est vrai, puis ils vivent dans le malheur continuel. Mais pour les gens qui sont très intègres puis qui voient tous les impacts au niveau de l'intérêt public, ça devient de la grosse détresse parce que c'est pas juste de toi par rapport à ton rôle de professionnel, c'est de voir que dans ta mission de professionnel, de protéger l'intérêt public, tu as la connaissance, tu as l'expérience et tu es dans l'impuissance de pouvoir agir. Puis c'est ce que malheureusement on rencontre trop souvent dans les endroits où que le dialogue est impossible dans les organisations ou avec des ordres professionnels, dépendamment.
organisations, entreprises, où il y a beaucoup de pouvoir accordé à ces organisations-là, ces ordres-là, où le professionnel doit dépenser des fortunes et essayer de voir à quel endroit s'exprimer, puis toutes les portes sont fermées, puis il vient en grande détresse, il veut abandonner la carrière, on le menace de limitation, puis ça va jusqu'au suicide. Bien, en fait, par rapport à tout ce que tu dis, c'est que en revenant à l'éthique, tu sais, quand on dit que l'éthique, dans le fond, c'est assurer la cohérence entre ce qu'on affiche et ce qu'on pratique, bien, moi, je dirais que l'éthique, c'est beaucoup au niveau des communications. Puis, lorsqu'il y a, disons, une incapacité de communiquer entre, disons, la personne qui est en autorité puis le professionnel, bien, si la communication est impossible, bien, c'est clair qu'on s'en va dans la dérive. Parce que le professionnel, dans le fond, par la nature même de son travail, il est appelé à se retrouver en conflit de loyauté. Parce qu'il y a sa loyauté à son ordre professionnel, la loyauté à ses clients, la loyauté pour protéger le public, à la société. On a plusieurs loyautés, puis on a des contextes d'action qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus juridique. Bureaucratique. Et ça fait que le contexte dans lequel les communications se font entre, disons, la tête dirigeante de l'ordre professionnel et le professionnel, bien, ils ne sont pas au même niveau. Puis ce manque de cette mise à niveau-là qui n'est pas là, puis qu'en plus qu'on ne se donne pas l'espace pour pouvoir vider ensemble nos pommes de discorde, bien, c'est là que la dérive va arriver. Fait que l'éthique, en fait, c'est de la prévention. C'est réfléchir avant d'agir. C'est, dans le fond, là, étoffer nos communications pour qu'on soit capable, dans nos organisations, qu'on soit capable, avec nos ordres professionnels, de dire, avec le chapeau que tu portes, le chapeau que moi je porte, on va s'asseoir ensemble, on va en discuter, puis on va vider nos pommes de discorde. Puis à chaque fois qu'on vide une pomme de discorde de façon démocratique, on améliore notre lien de confiance, on développe justement des repères communs, puis on devient meilleur à force d'apprendre à dialoguer ensemble. Puis, tu en as parlé aussi, on n'en parle pas assez, mais les autres professionnels ne devraient pas juste dire qu'ils sont là pour la protection du public, ils sont aussi là pour le respect des professionnels. Puis, dans ce cadre-là, il faudrait que les professionnels aient la chance de s'exprimer ou de se défendre gratuitement, au même titre que les ordres qui ont beaucoup de pouvoir, qui sont encouragés, qui sont payés, des avocats, toute l'équipe de professionnels des ordres professionnels et le pauvre professionnel qui essaye de justifier ou expliquer ses droits, bien souvent il faut qu'il dépense de sa poche, il faut qu'il engage des avocats, il faut que tout faire ça à ses frais, qui vient une charge énorme de stress, énorme financièrement. Puis beaucoup abandonnent, puis ils n'ont pas la chance de se faire écouter correctement. Moi, dans le fond, ce que j'entends de ce que tu dis, puis ce que j'observe de beaucoup de professionnels qui m'ont confié vivent des drames dans les paramètres dont tu parles, c'est que justement, c'est que le fait qu'il n'y a pas d'espace pour pouvoir en discuter, moi, j'appelle ça un problème de communication organisationnelle qui se vit, puis pas dans plusieurs ordres professionnels. Parce que justement, depuis 2000, quand on a pris le virage de la modernisation de la fonction publique, puis l'approche client, même avec nos ordres professionnels, bien, on s'est beaucoup pris le virage formation continue, mais tout le côté protection du public. Puis les membres, c'est ça notre responsabilité première, c'est bien faire notre profession pour protéger l'intérêt public. Fait que pendant qu'on a beaucoup misé sur la formation continue, nos contextes de travail se sont complexifiés d'une façon incroyable, d'autant plus que toutes les sciences se sont spécialisées. Et on est de plus en plus juridique dans toutes nos approches, puis on s'est désincarné de notre mission sociale. Donc... Déshumanisé. Effectivement, parce que quand on demeure dans des discussions au niveau technique,
mais qu'on ne revient pas mettre le professionnel au cœur de sa pratique, au cœur de la discussion avec son ordre pour réfléchir nos pratiques ensemble. Parce que pour l'ordre professionnel, il y a tout intérêt à écouter ses membres parce que ça s'inscrit, l'éthique, dans une approche d'amélioration continue de nos pratiques. Parce que pour un ingénieur, disons, qui lève le drapeau, il y en a peut-être bien d'autres qui vivent une situation similaire. Fait que de prendre le temps de l'écouter, d'être non dans le jugement, mais d'être dans l'écoute, puis de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer, ça peut nous permettre justement de mettre en lumière des problèmes qui peuvent être récurrents et permettre justement à l'ordre professionnel d'en tenir compte et d'améliorer ses pratiques pour justement bien accompagner et soutenir les professionnels qui font preuve d'une grande intégrité et qui sont confrontés justement à vivre beaucoup de situations difficiles. Puis c'est important d'avoir l'appui de notre ordre professionnel dans notre carrière, parce qu'au début, on est content quand on finit nos examens, qu'on devient membre, on fait partie d'un groupe, mais une fois qu'on est engagé dans notre pratique, bien, c'est important de sentir que notre ordre professionnel il est en diapason avec nous de nos réalités terrain, puis que les problématiques qu'on vit, c'est pas parce qu'on veut les remettre en question, puis qu'on est en désaccord et tout ça, c'est juste parce que on vit des situations, puis eux, la seule manière de pouvoir s'améliorer, c'est de nous écouter. Et ça doit se faire, ça fait partie des droits humains, que même que ce soit au travail ou n'importe où, là, mais surtout au travail, on a le droit d'avoir un climat sain pour développer des relations harmonieuses. Donc, à la base même, les professionnels, ils ont toujours une volonté d'améliorer les services pour protéger le public. Fait qu'en partant de là, puis sachant que l'ordre professionnel veut les aider justement à faire au mieux leur travail dans le contexte aujourd'hui, on a tout intérêt à ce que tout ce monde se parle et qu'il se donne les moyens pour bien parler, ce qui est un défi aujourd'hui. Donc, la communication est vraiment au centre de l'éthique. La communication, pour en arriver à une meilleure communication organisationnelle, pour ne pas dériver dans le harcèlement organisationnel ou le harcèlement systémique ou le harcèlement professionnel. Donc, vraiment une communication là, pour que, puis dans le respect humain des deux, parce que c'est difficile quand même de comprendre ou bien d'assumer qu'un professionnel peut être moins compétent à l'âge de 40, 50 ou 60 ans, après 20, 30 ans ou 40 ans d'expérience, puis l'affubler de dire qu'il est incompétent ou c'est un danger public. Donc, il faut quand même être cohérent là-dedans, puis c'est pas juste en faisant pas ça. Bon, je ne voudrais pas rentrer dans ces détails-là, là, mais il y a beaucoup de choses là, à établir, comme tu dis, dans l'éthique. Bien, c'est parce qu'à la base, pour parler d'éthique, OK, parce qu'on a dit tantôt que l'éthique précède le droit, mais il y a un prérequis à l'éthique, et c'est le respect. S'il n'y a pas un respect réciproque, il n'y aura pas d'éthique. Puis s'il n'y a pas d'éthique, c'est là que ça va devenir dangereux parce que la fin va justifier les moyens. Puis surtout dans un état de droit comme on est, on a rendu dans une société que le premier réflexe, c'est plus de porter assistance à notre prochain, c'est de se protéger et de protéger nos arrières. Alors déjà, en partant, on n'est pas dans le respect au niveau de l'éthique. Le respect au niveau de l'éthique, là, c'est reconnaître chez soi et chez l'autre sa présence, sa différence, son équivalence. C'est ça. Alors ça, là, c'est comme au Monopoly, là, ça, c'est les règles de base. Si on n'a pas ça, on ne peut pas dire on va aller faire du dialogue puis on va apprendre à communiquer ensemble. Puis il y a 3 interdits au niveau du respect. Ne pas mentir, ne pas manipuler l'autre et ne jamais s'en prendre à son intégrité physique et mentale. Wow, c'est important, ça. Je suis content que tu le mentionnes. Donc, on voit, la première étape, je pense qu'on a bien cerné l'éthique. On a bien cerné, c'est sûr qu'on pourrait en parler encore beaucoup. Puis, on a aussi implicitement répondu à la question pourquoi c'est important l'éthique, à quoi ça sert. Donc, parce que ça peut créer des destructions de carrière, ça peut créer des dépressions, de l'absentéisme, ça peut créer
toutes sortes de choses dans l'entreprise parce que le professionnel, la personne ne se sent pas écoutée, ne sent pas qu'elle peut s'exprimer librement, qu'elle est respectée. Elle ne se sent pas humaine. Elle se sent comme dans le cadre d'une législation ou de droit. Elle doit payer pour avoir des avocats. Donc, toute cette somme-là, ça fait qu'il va y avoir de l'absentéisme, des pertes de carrière, des limitations de pratique, des radiations et même, il faut le dire, là, même des suicides chez les professionnels. Et malheureusement, il faut en parler parce que c'est rendu... il y a un reportage récemment, là, on a vu avec des vétérinaires, puis d'autres ordres professionnels. Moi, j'en connais aussi dans d'autres qui a des dérapages importants, puis il ne semble pas y avoir de réaction. Bien, dans le fond, ce que j'entends de tout ce que tu viens de dire, c'est l'absence d'éthique. Puis dans le fond, avec la bonne nouvelle, c'est que les paradoxes, c'est ce qui nous permet justement de pouvoir améliorer nos pratiques. Alors, quand on voit que nos ordres professionnels ou nos institutions ont des bannières, mission, vision, valeurs, qui sont inspirantes, qui nous ont même motivés à nous engager avec eux, bien, dans le fond, c'est de convertir tout ce mal-être-là dont tu me parles en opportunité de croissance organisationnelle et individuelle à la base, mais qui va nous permettre justement d'améliorer nos pratiques puis d'améliorer la protection du public. Donc, on a des belles opportunités parce que améliorer les communications, tout ce que ça demande, là, c'est de la bonne volonté. Ça ne coûte pas un sou. Et c'est formidable, tous les résultats qu'on peut obtenir parce que c'est en se parlant qu'on se comprend. Puis c'est en donnant cet exemple-là qu'autant les professionnels que les autorités des organisations ou des autres professionnels vont tous, dans le fond, prendre la maturité collective par rapport à ça. Bien, on a parlé bien cerner le domaine de l'éthique, de la manière que je suis content parce que tu as bien défini, on a essayé de vulgariser le plus possible ce qu'est l'éthique, puis pourquoi c'est tellement important. Puis dans la prochaine vidéo, j'ai pratiquement le goût de l'annoncer ou de te proposer ce thème-là, puis tu l'as commencé à en parler. Comment qu'on peut amener cette éthique-là ou ces solutions-là afin qu'il n'y ait plus ou moins de détresse chez les professionnels. Peut-être ça pourrait être un prochain sujet de vidéo, les solutions ou les méthodes à employer pour justement amener l'éthique au centre avec les communications. Puis c'est pour ça que j'ai fait un diplôme en éthique appliquée. Parce que justement, il y a beaucoup de moyens à mettre en place pour améliorer nos communications. Puis ça m'a fait plaisir d'en parler. Bien, je te remercie beaucoup d'être venu. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez aimé cette entrevue, reportage sur le thème de l'éthique avec Marie-Josée Noël, qui est CPA, CGA, comptable et aussi qui a une étude de 2e cycle en éthique. Alors, suivez-nous sur le canal de l'Union des professionnels du Québec pour d'autres vidéos d'informations sur le thème de l'éthique et aussi sur plusieurs autres thèmes qu'on va produire prochainement. Merci. Ça fait plaisir.